Bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour Benjamin, Rémi, Flore, Jonathan, Maïwen. Comme dit Jérôme, on est très heureux de pouvoir parler d'un sujet qui nous tient à cœur ce matin. Alors, je suis très heureux de vous accueillir ce matin sur ce webinaire sur le recrutement via des contrats flexibles. Donc, je suis Jérôme Mouret, directeur solutions et marketing chez Pixid. Et donc, je suis accompagné ce matin d'Antoine qui va également se présenter. Bonjour à tous et à toutes, hein, moi, vous me connaissez peut-être moins que Jérôme, hein, parce que je suis arrivé chez Pixid qu'en 2018. Donc, je suis responsable des nouvelles offres recrutement sourcing chez Pixid et puis des partenariats aussi, parce que on commence à avoir un gros système, un gros écosystème de partenaires euh, pour pouvoir enrichir la plateforme. Donc voilà. Alors pour ceux qui nous connaissent pas, parce que ce matin on a des clients, mais on a également des prospects ou des partenaires ou des cabinets de consultants ou on a également des plateformes comme Badakan qui nous écoutent. Donc Pixid a été créé en 2004 euh, par les trois gros euh, players du marché de l'intérim, hein, Randstad, Adecco, Manpower. Donc, on est une solution aujourd'hui qui est utilisée par à peu près 150 000 clients pour tous leurs besoins de personnel. Alors, hier, c'était bien évidemment que de l'intérim. Aujourd'hui, c'est des alternants, des CDD, des extras. Et demain, ça sera potentiellement des freelances. On a de gros volumes sur la plateforme parce on signe à peu près 30 millions de contrats par an. On a à peu près 250 000 missions par jour sur la plateforme. Donc voilà, donc c'est des chiffres qui nous permettent d'être un témoin un petit peu privilégié quand même de ce marché de l'emploi en France. Euh, on va rapidement présenter nos solutions, mais le but, c'est de pas parler de nous, hein, ce matin, c'est vraiment de voir les tendances. Donc avant, on permettait donc à des entreprises qui avaient des recours à l'intérim de gérer tout le process d'intérim. Aujourd'hui, on permet aussi de diffuser des annonces d'emploi, de qualifier des candidats à travers notre logiciel de recrutement. Et on peut aussi digitaliser toute la relation avec les ressources, les candidats, les salariés, les intérimaires à travers le portail candidat MyPixid pour partager des documents, signer des contrats, remplir des relevés d'activité, dématérialiser les bulletins de paye. Donc voilà rapidement un petit peu ce que propose Pixid aujourd'hui. Et donc ce matin, comme le disait Jérôme, le sujet donc c'est les contrats flexibles. Rapidement à l'agenda, on va voir un petit peu de quelles sont les définitions en fait. Comment se définit un contrat flexible. Ensuite, ça sera assez visuel. On verra les tendances, les raisons de l'utilisation de ces contrats. Un petit point aussi pour savoir, parce que c'est des questions qui nous remontent assez souvent vis-à-vis des prospects, des clients, comment on choisit sa typologie de ce contrat en fonction de son organisation. Euh, Bien évidemment, ces grosses tendances ont des impacts importants pour les RH dans leur quotidien pour s'adapter justement en termes d'organisation, à s'adapter aux nouvelles générations, aux nouvelles habitudes et comment ça engendre des grosses transformations digitales. Donc, on vous donnera un petit peu notre point de vue à la fin de ce webinaire. Alors, si on a pris comme titre de ce webinaire, 87% des recrutements se font via des contrats flexibles, avant même de démarrer de voir les définitions de contrats flexibles, on voulait voir un petit peu aussi ce qui est se caché derrière ces 87%. Donc, comment est composé aujourd'hui le marché du travail en France entre les différentes formes de contrats. Donc, on voit ici, là, sur la droite du slide, les différentes les principales formes de contrats qu'on peut rencontrer. Donc, le CDI reste quand même la norme avec 15 millions de salariés aujourd'hui en France sur ce type de contrat. On a également les, les salariés du secteur public hein, qui sont non négligeables avec plus de 4 millions. Des non-salariés, alors non-salariés parce que soit sans activité, mais également on considère comme les auto-entrepreneurs, par exemple, comme des personnes non salariées et qui constituent, on va dire, ces 3,5 millions également d'individus. Et ensuite, on trouve ce que nous, on va regrouper sous les principales formes de contrats flexibles, que sont les salariés en CDD,
avec un petit peu plus de 2,5 millions. Alors là, on va parler d'équivalent temps plein. Donc, équivalent temps plein qui correspond, on va dire, à l'équivalent, on va dire, de ces salariés s'ils étaient employés toute l'année. Mais ça cache, en fait, derrière ça, un grand nombre de contrats. On estime aujourd'hui que pour 2,5 millions de salariés en CDD, il y a à peu près 18 millions de contrats qui vont être produits parce que en fonction de la durée du contrat, de ses renouvellements, etc., il y a bien évidemment euh, tous ces documents à produire et c'est ce qui va engendrer, on va dire, un nombre important de recrutements, sachant que le recrutement, on considère que l'entrée dans la société, dans une société est considérée comme un recrutement. Donc, même si on a 2,5 millions de salariés en CDD, 18 millions de contrats font quasiment 18 millions d'entrées, et donc une grande majorité. Et on a également l'intérim, hein, qui reste aussi une forme assez importante en France de flexibilité, avec 700 000 équivalents temps plein. Et là aussi, notre expérience depuis 15 ans sur le secteur de l'intérim nous laisse à penser que derrière ces 700 000 équivalents temps plein, on a environ 2,5 millions d'individus et 15 millions de contrats produits par an sur cette population. Donc là aussi, les CDD et intérim, 33 millions de contrats produits au regard du nombre de recrutements faits en France, ce qui nous donne ces 87%. Euh, alors, Juste, on parle aujourd'hui. Oui, non, Jérôme, je voulais juste, sur les non-salariés, on parle en effet des auto-entrepreneurs, mais on parle aussi de tous les dirigeants d'entreprise, hein, les URL, SARL, donc qui ne sont pas salariés. Et donc là, parfois, ils sont l'unique salarié de leur entreprise. Donc voilà, donc il y a aussi beaucoup de monde, c'est là-dedans, c'est la définition exacte de non-salarié. exactement. Et alors justement, Antoine, est-ce que tu peux nous donner, est-ce qu'il y a une définition officielle de contrat salarié, pardon, de contrat flexible? Alors, Jérôme, il n'y en a pas qu'une de définition. Malheureusement, on va voir que c'est pas si simple que ça parce que ça nous a beaucoup amusé. Alors, on n'a pas pris la définition de Jérôme ou de moi ou la définition de Christine, mais on s'est basé sur les principaux organismes en France, hein, comme la DARES, l'INSEE. Et en fait, chacun a sa définition, c'est-à-dire que pour la DARES, le contrat flexible est utilisé pour des accroissements temporaires d'activité, pour des remplacements d'absents, pour aussi des entreprises qui ont beaucoup de saisonnalité, notamment dans l'hôtellerie-restauration. Et eux, ils ont estimé en fait que la durée devait être inférieure à un mois pour être considéré comme contrat flexible. Pour l'INSEE, c'est un petit peu différent. On s'aperçoit qu'ils ont choisi la période de 3 mois. Et donc, ils estiment qu'il y a à peu près 1,2 million de personnes en contrat court en France. C'est-à-dire que tous les CDD qui sont supérieurs à 3 mois, ils les ont pas mis dans ces contrats courts. Donc, comme on a vu qu'il y avait à peu près 2,5 millions, on s'aperçoit que c'est à peu près moitié-moitié de contrats courts et de contrats courts, mais un peu plus longs. Et pour Légisocial, eux, ils ont décidé de couper la poire en deux. Et donc, ils ont dit 2 mois. Donc, on voit que déjà, en termes de contrat court, tout le monde n'a pas la même définition en France. Par contre, il y a un point commun dans ces contrats courts, hein, qui sont intérimaires ou CDD. Et j'aimerais bien, puisque c'est toi l'expert, hein, chez Pixid, Jérôme, j'aimerais bien que tu nous donnes ces points de concordance justement sur les contrats courts. Alors effectivement, sur ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que ces contrats flexibles entraînent des points de vigilance spécifiques au sein des équipes RH, tant dans l'établissement des contrats que après dans leur suivi et les modalités de réalisation de ces contrats. Donc, on peut parler effectivement de la forme juridique, hein. On a déjà évoqué tout à l'heure le CDD, l'intérim. Chacun va avoir ses spécificités et également un certain formalisme à respecter pour pouvoir être conforme réglementairement au Code du travail. Des critères également de durée maximale, de durée également qui peuvent varier
en fonction d'accords de branche qui pourraient être négociés aujourd'hui au travers, on va dire, des nouvelles dispositions, là aussi réglementaires, qui sont mises à disposition des entreprises. Par également leur capacité à être renouvelée. On voit aussi que la réglementation, elle évolue et le contrat qui avait été fait peut-être il y a 4 ou 5 ans, eh ben, on ne peut pas le répliquer à l'identique aujourd'hui parce que de nouvelles dispositions sont venues changer les règles du jeu et vont pouvoir même être potentiellement déclinées spécifiquement au niveau de l'entreprise. On a aussi des notions, on va dire, qui restent toujours assez floues, voire parfois même assez mal maîtrisées par les entreprises, hein, qui sont la période de carence, c'est-à-dire les périodes sans contrat flexible entre deux contrats, et également la rupture et donc la fin de contrat qui peut revêtir plusieurs aspects. Si c'est une fin, on va dire, normale, l'utilisation de souplesse ou autre, en fonction là aussi des conditions contractuelles. Et alors, Alors, oui, non, juste par rapport au renouvellement, Jérôme, la question de Jean-Jacques Bourdin, combien on peut renouveler 2 fois un CDD, par exemple? Est-ce que tu peux nous le dire? On va voir si tu te Alors, connais. alors, euh, alors, pour être tout à fait précis, aujourd'hui, le CDD, de façon, on va dire, standard, peut être renouvelé 2 fois, mais les dernières ordonnances dites ordonnances Macron permettent, on va dire, de négocier au niveau de branche et même pendant cette période sanitaire un peu exceptionnelle, au niveau de l'entreprise, des nombres de renouvellement supérieurs. Donc, la réponse n'est plus aussi simple qu'à l'époque et elle devient D'accord. beaucoup plus complexe à répondre aujourd'hui. Ok. Euh, est-ce que, Antoine, tu peux nous donner quelques tendances sur le recours à ces contrats flexibles et nous dire un petit peu comment ça a évolué au sein du marché du travail? Alors oui, donc on va vous donner un graphe qui est assez visuel et qui rejoint en fait la question de Nathalie sur les 87%. Donc on voit bien que la part des CDD donc dans les nouveaux contrats, donc les recrutements, est passée de 76% en 1982 à 87%, donc une augmentation de 11% en 30 ans. Alors, c'est un peu le déroulé de ma vie, parce que moi, je suis né en 82, donc c'est vraiment l'histoire de ma vie, ce graphe. Et dans le même temps, les CDI ont baissé de 6 à 7%. Donc, on voit bien qu'il y a une inversion des tendances. Aujourd'hui, donc, pour 100 personnes employées, 90 sont employés en contrat court. Donc, ça, c'est vraiment la source, c'est la DARES, hein, juste pour répondre officiellement à la question de Nathalie. C'est la DARES qui a publié donc, une étude au mois de juin 2018. Donc, c'est assez visuel. Associé à cette tendance donc, de contrats signés pour tous les recrutements, on a une autre tendance qui est le taux de rotation dans les entreprises sur ces contrats flexibles. Et on voit que là, encore une fois, le taux de rotation a triplé. C'est-à-dire que hier, par exemple, vous alliez recruter une personne pour rester 5 ans dans votre entreprise. Et bien aujourd'hui, pour avoir un employé qui va rester 5 ans, en fait, il faut en recruter 3, 4 ou 5. Et tous les ans, en fait, il faut renouveler pratiquement tout le personnel. Alors, c'est pas vrai pour toutes les entreprises et pour tous les secteurs d'activité, hein. Il y a notamment dans l'hôtellerie-restauration, c'est vrai que là, dans les hôtels ou des restaurants, pour avoir créé en fait une plateforme comme Gemini dans l'hôtellerie-restauration, les restaurateurs nous disaient on a 100% de turnover dans l'année. Donc, c'est vraiment aussi une tendance associée à ces contrats courts et ces contrats flexibles qui oblige vraiment les entreprises à s'adapter et les besoins de personnel en fait et les besoins de recrutement sont vraiment constants. Euh, et donc, ces deux effets cumulés, en fait, ont un constat assez, là aussi, visuel, hein, c'est que la part des CDI, on l'a déjà dit, n'était plus que de 7% dans les embauches. Et donc là, on voit, toujours de la même source d'ARES, l'émission d'intérim qui représente 52% et des embauches et des CDD 41%. C'est aussi vrai, c'est une tendance qu'on voit aussi sur les job boards, hein, comme notre partenaire Météo Job. En fait, 90% des annonces, c'est que des annonces en
CDD ou en CDI. Donc voilà. Et si vraiment on regarde de manière plus granulaire, Jérôme, on voit que c'est des contrats courts, mais très courts. Ouais, effectivement. Alors, c'est des contrats très courts. On voit ici sur les fins de contrat la répartition des fins de contrat par rapport à la typologie des contrats signés, donc les CDI, les CDD, et les CDD, les missions d'intérim, également en fonction de leur durée. Donc, on voit la part prédominante des CDD qui arrivent à terme de moins d'un mois, 30% des fins de contrat, et les fins de mission d'intérim, la part elle est encore plus importante à 48% de l'ensemble des fins de contrat. Donc on voit que ces taux de rotation sont liés, et ces fins de contrat sont liés à la multiplication vraiment des contrats courts qui génère une multiplicité d'entrées et de sorties dans les entreprises. Alors juste également en aparté pour vous donner également la signification de DARES pour ceux qui sont pas familiers, on va dire, de cet organisme, hein, c'est la direction de l'animation, de la recherche, des études et des statistiques. Donc c'est une direction qui est rattachée au ministère du Travail et qui base l'ensemble de ces statistiques sur les déclarations faites, on va dire officielles, hein, auprès du ministère du Travail, donc au travers des DSN et autres déclarations d'embauche et de sortie. Donc voilà, par rapport à toutes ces informations, on voit effectivement que le recours à des durées très courtes de contrat fait que les taux de rotation arrivent quasiment à 100%. Et ça, on va le constater sur un certain nombre de secteurs d'activité qui peuvent être différents, là aussi, en fonction des typologies de contrats. Donc, on a des grands consommateurs, les grands donneurs d'ordre dans le domaine du travail temporaire, de l'intérim, que sont l'industrie. Donc, industrie automobile, la métallurgie, l'industrie agroalimentaire. On a également le BTP qui reste aussi un très grand pourvoyeur de travailleurs intérimaires, parce que là aussi, on va dire la typologie même de l'activité de chantier fait que on a besoin de main-d'œuvre sur des périodes qui peuvent être courtes. Et le transport logistique avec sur la troisième marche du podium, avec là aussi une évolution qui va croissante avec le recours de plus en plus important au e-commerce qui génère de plus en plus de trafic aussi sur nos routes pour nous apporter nos petits colis Amazon. Côté CDD, en revanche, on voit que le taux de recours par secteur est complètement différent, et on retrouve des secteurs qu'on ne voit pas en intérim, mais qui, eux, ont plutôt par habitude et on va dire par habitude, recours au CDD. Donc, en première place, l'hébergement et la restauration. On parle en ce moment de recrutement de saisonniers pour faire la saison, la réouverture des terrasses des restaurants que tout le monde attend. Toutes ces personnes seront principalement embauchées sous forme de CDD, soit saisonniers, soit en CDD d'extra. Donc là aussi, c'est vraiment une grande tendance sur ce secteur. On a également en deuxième position l'art et spectacle, donc art et spectacle, qui regroupe notamment une grande partie, enfin même totalement tout ce qu'on va avoir sur les intermittents du spectacle, qui sont une forme spécifique de CDD. Et en troisième position, le médico-social. Donc là aussi, sur des recours temporaires à du personnel dans les hôpitaux, dans les maisons de retraite, dans tout le secteur de soins. Et là aussi, la situation actuelle fait que c'est un secteur qui est en plein boom et également là plutôt habitué à faire du CDD. Juste, Jérôme, si, Oui. si on veut donner un petit peu aussi de chiffres, hein, sur
sur ces secteurs d'activité. Par exemple, là, on dit que 80% du marché de l'intérim est concentré sur ces 3 secteurs. Donc, on a dit tout à l'heure qu'il y avait à peu près 700 000 équivalents temps plein. L'industrie, juste pour vous donner une idée, c'est 280 000 équivalents temps plein à peu près. Le BTP, c'est 125 000 et le transport logistique, c'est 100 000. Donc voilà, tout ça, ça fait au moins 500 000 sur les 700 000. Et c'est principalement des profils plutôt opérationnels ou ce qu'on appelle col bleu, alors que le tertiaire dans l'intérim a plutôt, comme le secteur bancaire, employé des cols blancs. Donc c'est aussi assez intéressant de voir cette grosse différence. Et par rapport à ce que tu décrivais, notamment l'hébergement, enfin l'hôtellerie-restauration, l'arrêt spectacle, les intermittents et le médico-social, le particularité aussi de ces emplois de recours au CDD court a été favorisé par des conventions collectives un petit peu plus flexibles, avec des allègements aussi fiscaux sur ces contrats courts. Et si on regarde cette photo-là en 1982, je suis pas sûr qu'on ait ces 3 mêmes secteurs d'activité. Donc là, c'est des secteurs d'activité qui ont vraiment besoin de beaucoup de flexibilité pour répondre au phénomène de saisonnalité, au phénomène d'accroissement temporaire d'activité. Après, il y a aussi des tendances de fond. Hein. Nous, quand on va voir, notamment dans le médico-social, il y a de plus en plus d'infirmières avec le futur of work, on en parlera, mais qui veulent ne plus avoir un CDI, mais qui veulent faire des missions un petit peu, travailler où elles veulent, quand elles veulent, parce qu'elles sont mieux payées aussi à faire des missions à la journée ou 2-3 jours dans les hôpitaux ou dans les cliniques. Donc, c'est vraiment quelque chose aussi qui va s'accélérer et sur d'autres secteurs d'activité. On voit des nouveaux secteurs émerger, mais voilà, vous avez au moins les 6 champions là à aujourd'hui. Et même si là, on voit les secteurs prédominants sur chacun des types de recours, on voit aussi parfois dans l'industrie, certains vont faire le choix du CDD parce que c'est plutôt dans une stratégie même de RH et de recrutement d'aller vers ce type de contrat. Et c'est pour ça que si on veut faire un petit peu le match entre CDD et intérim, il convient là d'avoir quelques éléments en tête et quelques critères qui vont orienter le choix vers l'un ou l'autre. Alors le premier, ça peut être déjà le recrutement, et je pense que c'est le principal, hein, c'est est-ce que j'ai la capacité à recruter mes ressources flexibles, ou est-ce que je vais confier cette tâche à une agence d'intérim. Le coût, bien évidemment, le risque juridique aussi, hein, quand on est employeur ou quand on passe par une agence d'intérim, l'engagement de la société et la responsabilité juridique, elle va être différente. Et la gestion administrative, donc là aussi, est-ce que je délègue cette partie, ou est-ce que j'ai les forces en présence pour le faire? Donc si on regarde d'un peu plus près, Antoine, et si on fait sur ces 4 critères par rapport à l'intérim, où se situe la balance? Alors, on ne s'est pas risqué, nous, Pixid, à mettre la balance d'un côté ou de l'autre. Hein. Vous avez bien vu que là, on a chaque organisation, comme tu le dis, Jérôme, est libre de décider en fonction des stratégies d'externaliser ou d'internaliser. Et alors, donc, comme tu l'as dit tout à l'heure, la plus grosse différence sur le risque juridique, c'est qu'en fait, l'intérimaire n'est pas employé par l'entreprise utilisatrice. Elle est employée par l'entreprise de travail temporaire. Donc déjà, ça évite les problèmes sur les contrats, puisque le contrat doit être, enfin, le responsable du contrat est l'entreprise de travail temporaire. La gestion administrative, comme tu dis, donc, c'est le fait de collecter les documents, s'assurer que c'est bien Antoine Poiron qui va aller travailler dans le site par exemple, de Renault ou d'Amazon. Et donc ça, c'est assez chronophage. Comme tu disais, le recrutement, on va le voir aussi, hein, parce que pour s'assurer que la personne est apte à travailler dans l'équipe, il a fallu la qualifier, lui faire des entretiens. Et donc ça, c'est le travail des entreprises de travail temporaire. Et c'est ce qu'elles vendent avec des méthodes, des expertises qui parfois sont plus faciles, enfin sont plus faciles à acheter au travers d'une entreprise de travail temporaire, parce que toutes les entreprises n'ont pas une expertise sur, par exemple, les maîtres nageurs ou des profils hyper pénuriques, donc autant l'externaliser. Par contre, comment dirais-je,
pas le contre-coup, mais La l'effet, c'est que contrepartie. la contrepartie, voilà, merci Jérôme, c'est qu'il y a un coût avec un coefficient qui va être plus ou moins haut en fonction du profit, de la géographie, de la saisonnalité dans l'année. Et donc, certaines entreprises préfèrent ça pour pouvoir en fait gérer tout ce qu'on appelle un petit peu cette variable d'ajustement que sont les intérimaires. C'est la même chose pour le CDD. Alors il y a aussi beaucoup d'entreprises qui sont utilisatrices de Pixit dans l'industrie qui ont et beaucoup d'intérimaires et beaucoup de CDD. Hein. C'est pas forcément vrai qu'on est que intérimaire ou que CDD. On s'aperçoit que pour les grosses organisations, ils utilisent les deux. Et ben là, c'est pareil. Hein, pour le CDD, ben, ça va être plutôt les directions administratives, les directions des ressources humaines ou les opérationnels qui vont devoir ben, publier les offres, qualifier les candidats, faire passer les entretiens. Donc ça a forcément aussi un temps, un coût. La gestion administrative, ben, pour gérer justement dans votre solution de paye, de télécharger les documents, les collecter, vous assurer que c'est les bonnes personnes qui travaillent, faire les démarches pré-embauche, aussi les démarches post-embauche. Hein. Une fois que la personne s'en va, il y a aussi plein de choses à faire. Et bien évidemment, ben, comme c'est votre employé, vous avez un risque juridique sur les mauvais contrats. Par contre, ben, bien évidemment, ça va vous coûter moins cher. Alors, c'est pas toujours vrai en fonction si vous perdez trop de temps sur le recrutement ou trop de temps sur la gestion administrative. Les coûts peuvent être cachés et peuvent exploser. Hein. Donc c'est pas tout noir ou tout blanc. Et puis, on s'aperçoit aussi qu'il y a des entreprises qui vont parfois internaliser pendant quelques années, puis externaliser pendant d'autres années. Pourquoi? Parce que voilà, il y a un nouveau DRH ou il y a une nouvelle stratégie ou c'est plus facile de trouver les candidats. Aujourd'hui, on est plutôt sur un contexte de pénurie où c'est difficile, il y a une grosse guerre des talents. Donc, autant multiplier les canaux et voilà. Donc, et, et en parlant de contexte, toute cette tendance de fond hein, qu'on vous décrit depuis 30 minutes est accélérée bien évidemment par cette période Covid. Pourquoi? Puisque ben, le 17 mars 2020, quand notre président a décidé de confiner, nous, on a vu tout de suite sur la plateforme 50% d'émissions en moins. Le marché intérimaire, je crois, a baissé de 70%. Donc voilà, un secteur entier comme le BTP, l'automobile se sont arrêtés, les usines ont arrêté de tourner. Ça n'a pas été vrai pour tous les secteurs, mais on parlait d'Amazon, de la logistique, du transport, hein, qui ont plutôt profité de cette crise. Mais voilà, une grosse chute de 50% et un retour pratiquement à un niveau équivalent de l'avant-confinement entre fin avril et mi-mai quand il y a eu le déconfinement. Donc, ça a été plutôt un point positif là où l'économie française est repartie de plus belle. Et le premier constat, pour permettre justement à cette économie de repartir rapidement, on a vu que la durée d'émission a pratiquement été divisée par deux sur la plateforme. Donc, les entreprises, comme elles manquaient de visibilité, parce qu'on ne savait pas si on allait être reconfiné une deuxième fois, puis une troisième fois, puis potentiellement une quatrième fois, on verra. Et ben, en fait, elles ont eu besoin en fait de raccourcir les missions, mais de tout de suite relancer l'activité, les usines, les chantiers de BTP, mais en raccourcissant les missions pour se donner un petit peu plus de flexibilité. Associé à ça, bah, ce Covid, en fait, on a vu hein, que bah, les plateformes se sont développées. L'intérim digital s'est vraiment développé en 2020. Hein, elles sont en forte croissance, à plus pas de chiffres. Mais pas que l'intérim digital, hein, toutes les plateformes où on peut commander, où on peut travailler online, où on peut se sont développées avec les statuts d'indépendants. Le télétravail, alors, ça a eu un impact parce que, bah, alors justement, notamment pour les RH, il a fallu bah, gérer des recrutements digitaux sans forcément rencontrer les gens. Il a fallu gérer les payes sans forcément être au bureau avec son logiciel de paye. Donc, si vous n'aviez pas un logiciel cloud, bah, c'était un peu compliqué. Il a fallu aussi gérer les contrats. Nous, on avait un client l'année dernière qui nous disait, malgré le confinement, prendre sa voiture et aller faire signer les contrats directement au domicile des personnes.
Et puis donc tous les freins psychologiques se sont levés, c'est-à-dire que c'était encore inimaginable il y a 6 mois ou un an de faire de la téléconsultation avec son médecin. Et moi, pour y être allé il y a 2 semaines, il m'a dit, bah, toute cet après-midi, je n'ai que des téléconsultations. Donc vraiment, là, les gens, il y a eu une énorme accélération là de ces habitudes. Et donc, comme je disais, bah, des énormes impacts pour les RH qui ont dû s'adapter. Et quand on dit bah, plus de contrats courts, bah, il y a, en fait, c'est un peu, ça se décuple en termes de volumétrie, hein, on le verra un petit peu, on le verra un petit peu après. Euh, les freelances, hein, je l'ai déjà dit, avec toutes ces plateformes digitales, font qu'en fait, bah, ces nouvelles générations là, et puis tout le monde se transforme et est prêt à adapter le future of work. Euh, c'est notamment l'accélération des contrats flexibles qu'on vous décrit, mais qui n'est pas uniquement pour les jeunes. Parce qu'on va le voir là, qui sont ces salariés derrière les contrats flexibles. On s'aperçoit qu'en 1982, donc quand je suis né, c'était surtout des gens de moins de 20 ans pour 61 personnes. Donc la majorité des contrats courts étaient vraiment pour les jeunes diplômés pour pouvoir rentrer sur le marché de l'emploi. Aujourd'hui, vous voyez qu'en fait, alors là, c'est les chiffres de 2019, mais je suis sûr qu'en 2020, c'est encore moins que 20%. Aujourd'hui, uniquement 20% des salariés en contrat court ont moins de 25 ans. Ça veut dire que ça atteint les trentenaires, les quarantenaires, les cinquantenaires. Et donc, ça atteint vraiment toutes les populations. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui sont en reconversion, donc ils ont des contrats courts. Il y a beaucoup de gens qui changent de secteur d'activité, de métier. Et bien évidemment, c'est compliqué de trouver des CDI. C'est vraiment une tendance de fond. Jérôme, ce Future of Work, je ne sais pas si tu veux rajouter quelque chose par rapport à ce que je dis. Alors oui, effectivement, c'est une tendance de fond. On a parlé tout à l'heure également des plateformes et alors j'aurais voulu revenir sur le Digital Act, hein, qui est là aussi. Alors, On revenons. voit quoi, voilà, revenons sur le Digital Service Act, c'est que aujourd'hui quand il y a des vraies tendances de fond d'utilisation de plateformes de services numériques et en plus qui vont toucher l'individu, on a déjà subi il y a quelques années le règlement général de protection des données personnelles, mais là aussi tous ces services tendent à être de plus en plus encadrés et d'apporter un certain nombre de règles autour de l'utilisation de cette plateforme. Et donc là, il y a il y a ce Digital Service Act qui va rentrer en vigueur. Alors, je fais ma petite tournée de promotion en même temps, hein. Vous pouvez retrouver sur pixit.fr un article à propos de ce Digital Service Act qui va permettre en fait de réguler l'utilisation de ces plateformes et d'éviter la monopolisation de ces services digitaux par les grands acteurs, les GAFA, et que au contraire, en laissant, on va dire, beaucoup plus d'indépendance sur chacun des services. Parce que quand vous êtes Amazon ou Google que vous maîtrisez et l'hébergement des sites et le moteur de recherche et un site un job board, ben, bien évidemment il faut être sûr que le marché soit complètement régulé et qu'il n'y ait pas, on va dire, distorsion de concurrence au travers de ces acteurs numériques majeurs. Donc ça, c'est vraiment important aussi à l'avoir à l'esprit, c'est que bah, le législateur va également mettre, on va dire, va encadrer ces nouveaux comportements et qui sont de plus en plus dominants parce que là aussi, même si c'est la population qui va utiliser les contrats courts, c'est une population jeune. On voit aussi que les comportements même des gens qui vont avoir recours qui vont faire appel à ces contrats courts ont changé. Et donc là, Antoine, bah, est-ce que tu peux aussi là nous donner quelques éléments par rapport à ces salariés qui ont recours à ces contrats flexibles? Alors, avant de parler de ces salariés-là, je voudrais rebondir juste sur la partie réglementation dont tu viens de parler, parce que c'est vrai que cette réglementation, bah,
on suit tous les événements à la télé. Est-ce que les chauffeurs Uber vont devenir salariés d'Uber? Est-ce que les salariés d'Amazon vont pouvoir créer un syndicat? Donc, en effet, c'est quelque chose qui est très d'actualité et tout le monde se pose la question comment on va augmenter la protection de ces futurs salariés. Juste pour info, il y avait une étude sur la complexité du code du travail qui avait été faite il y a quelques années et il y avait eu un indice entre 0 et 4 de cette complexité. En France, on était à 3,5, alors qu'aux États-Unis, on était à 0,2 et en Angleterre à 0,7. Donc, vous voyez vraiment la différence entre pays de la capacité des entreprises à recruter hyper facilement, comme on achète des voitures ou des crayons, voilà, alors que pour d'autres entreprises, c'est beaucoup plus difficile de recruter. Mais pour revenir en effet à ces salariés, même si on dit oui, les jeunes, ils veulent pouvoir travailler où ils veulent, quand ils veulent avoir un peu plus de liberté, ils sont moins attachés à un employeur, on s'aperçoit quand même que euh, cette volonté de liberté, c'est pas non plus enfin, il y a quand même beaucoup de gens qui qui désirent quand même un emploi plutôt durable pour 52%, pour pouvoir en fait assurer, garantir ses revenus. Euh, on s'aperçoit aussi que les salariés qui sont en contrat flexible, en fait, vont pouvoir aussi cumuler, parce que parfois c'est un choix de vie de vouloir travailler 3 jours sur 5 dans la semaine. Mais voilà, il y a beaucoup de services aujourd'hui qui disent si vous voulez travailler plus, on vous permet aussi d'avoir des compléments de revenus et de pouvoir faire des missions courtes à droite, à gauche, sur plusieurs secteurs d'activité. Donc ça, c'est vraiment une tendance, juste pour faire aussi une différence entre les États-Unis et la France. Aux États-Unis, il y a à peu près 65% de la population active qui est en contrat court ou en freelance, alors qu'en France, on est à 10 ou 15%, comme on l'a montré sur les volumes tout à l'heure avec Jérôme. Et donc, pour les entreprises, vu de cette structure qui est différente là, il y a des problématiques. Comment on fidélise les profils? Parce que en fait, le but, c'est que ces profils, même s'ils font des contrats courts, ils ne viennent pas qu'une fois dans les entreprises, ils viennent plusieurs fois. Donc, c'est vrai que c'est les enjeux là de demain. Et donc, pourquoi? Parce que nous, on croit, mais aussi c'est la tendance, et c'est 65% des Français, visiblement, pensent qu'on sera tous slashers. Enfin, une grande partie des Français seront slashers. Donc, Jérôme, est-ce que tu sais, toi, qui n'est pas forcément de la génération Y, ce que c'est un slasher? Et, étonnamment, oui. Étonnamment, oui. Alors, le slasher, c'est celui qui va avoir de multiples emplois. On voit aujourd'hui que certains vont faire une mission d'intérim le jour et être chauffeur Uber la nuit. Et donc, ils vont passer facilement d'un emploi à l'autre. Et alors, on entend dire également parfois que nos parents, nos grands-parents avaient un emploi pour leur vie professionnelle. On va dire notre génération, c'est plus quelques emplois pendant leur vie professionnelle et certains vont aujourd'hui être sur plusieurs emplois en même temps et vont en changer beaucoup plus souvent au cours de leur vie professionnelle. Donc là, cette capacité aussi des personnes à être beaucoup plus mobiles et avoir et à cumuler des activités, alors cumuler ou faire se succéder des activités. Et donc là, c'est aussi une grosse tendance de fond qui donne aussi de la liberté en fait c'est aussi cette attente parfois de liberté des salariés sur comme tu disais tout à l'heure, Antoine, certaines infirmières disent moi, je travaille au travers de missions. Je sais que je peux assez facilement trouver des missions et donc je décide quand je travaille et je peux me permettre de décider quand je suis en congé sans avoir, on va dire, la pression de l'entreprise d'un salarié en CDI. Et donc, la question qui est en bas, mais là, on va rentrer un petit peu dans le détail, c'est donc sur la fidélisation de ces profils. Alors, pas uniquement pour la nouvelle génération, mais c'est vrai que la nouvelle génération a accéléré ces tendances. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, on commande à manger à travers un téléphone, on planifie ses vacances à travers aussi un téléphone, à travers Airbnb. Tout- toute la consommation aujourd'hui est à travers le téléphone. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le candidat ou le travailleur, le salarié,
comme le taux d'équipement des adultes en France, c'est à peu près 90% ont un smartphone, aujourd'hui gèrent toute leur vie à travers leur smartphone et peuvent également trouver du travail à travers leur smartphone. On donne des exemples, hein, mais la déclaration des disponibilités, l'évaluation. En fait, aujourd'hui, les entreprises, comme les entreprises de travail temporaire, sont obligées de digitaliser leurs relations avec ses salariés pour leur faciliter la vie, parce qu'on ne va pas demander aux salariés de se déplacer physiquement pour des documents. Il peut le faire directement de son canapé. Il peut aller télécharger ses documents, postuler, avoir les évaluations de ses missions, être payé en ligne, voilà, faire des avances sur salaire. Donc voilà, toutes ces formes-là de services sont aujourd'hui une obligation pour pouvoir attirer les talents. Parce qu'on n'est plus forcément. Moi, je me rappelle de ma mère qui postulait aux entreprises, enfin aux agences d'emploi avec un CV papier, une lettre de motivation écrite manuellement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, les gens, pas uniquement les jeunes, hein, mais elles veulent pouvoir accéder à tous ces services online. Donc ça, c'est vraiment une tendance. Euh, et donc, Là aussi, Antoine, on a, alors si vous voulez aller peut-être plus loin sur cette thématique, là aussi, vous pourrez retrouver sur le site pixit.fr un article tout à fait dédié sur cette nouvelle génération d'intérimaires, l'appétence des intérimaires pour les services digitaux et l'obligation quasiment aujourd'hui pour les entreprises de travail temporaire à opérer leur transformation digitale pour attirer tous ces nouveaux profils. Oui, oui, parce qu'en fait, j'ai oublié de dire hein, que bon, le candidat, je l'ai un petit peu dit, était un consommateur, mais aujourd'hui, faut aller vers lui. En fait, il faut lui pousser la bonne information. Quand je me connecte sur Amazon, on sait que j'ai acheté le CD ou les articles il y a 2 semaines, et donc ils vont me proposer des articles qui pourraient m'intéresser, qui pourraient m'intéresser. Et c'est pareil pour les salariés. En fait, faut aller vers eux. Ils sont plutôt passifs, et donc il faut aller leur pousser la bonne information. Si on reçoit que des offres d'emploi, alors que je me suis déclaré indisponible du mercredi au vendredi et qu'on me pose des offres d'emploi que du mercredi au vendredi, ben, au bout d'un moment, ça me fatigue. Et si je me suis dit, ben, moi, je veux travailler que le matin, et ben, c'est à l'entreprise de travail temporaire de proposer des, euh, des offres pertinentes. Euh, et donc, ça a un énorme impact pour les RH. Pourquoi? Parce on a fait un sondage aussi il y a 2 mois avec un cabinet Acton, justement sur l'impact des recrutements en urgence, des recrutements courts sur ces contrats flexibles. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, en fait, il y a beaucoup de transformations dans les équipes RH. Euh, Pourquoi? Puisque avant, il y avait des équipes qui vont gérer que l'intérim et des équipes dans les entreprises qui vont gérer que les CDD et puis que les alternants. Et on s'aperçoit qu'aujourd'hui, il faut avoir la capacité de pouvoir gérer une multitude de contrats et pas dans 10 systèmes différents. Donc, c'est aussi une grosse tendance. Vu qu'il y a de plus en plus de contrats courts, ben, la charge administrative est importante hein, parce qu'il faut potentiellement, si on recrute 5 personnes au lieu d'une personne, eh ben, il faut faire 5 fois le travail administratif, 5 payes différentes, 5 onboarding, 5 offboarding. Donc voilà, pour les RH, c'est un énorme impact. Et juste pour un petit sondage, hein, mais on sait qu'on a des RH aujourd'hui qui nous écoutent là dans le webinaire, 71% se déclarent avoir des difficultés à suivre toutes ces règles juridiques, les changements, comme tu parlais, Jérôme, avec ces nouvelles lois Macron, ces ordonnances. Donc, c'est très difficile. C'est pas forcément une sinécure d'être RH. Et notamment en 2020, il y a eu beaucoup aussi de tendance à du burn-out aussi pour pouvoir gérer à distance les recrutements, les payes, les contrats. Donc, ça a vraiment été les équipes qui ont été le plus pénalisées par le Covid. Donc ça, on sait que c'est très important et on l'entend tous les jours dans nos échanges avec nos clients, nos prospects. Ils ont dû s'adapter aussi aux nouvelles générations, hein, on en parle, mais aujourd'hui, ben, on ne va pas forcément uniquement trouver les candidats sur l'APEC, mais on peut les trouver sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook Job. Donc voilà, il faut vraiment s'adapter là à recruter des gens, pas uniquement sur CV, mais via des profils, via des vidéos, sur les réseaux sociaux, sans forcément les avoir rencontrés physiquement. Donc là aussi, les RH doivent s'adapter aussi aux nouvelles formes, à leurs nouveaux métiers, aux nouvelles
Il faut aussi donner plus de visibilité, hein, à ces candidats là qui sont jeunes parce qu'ils ont besoin de plus de réactivité. On ne peut pas se permettre de laisser un candidat un mois ou un mois et demi dans l'expectative. Donc, ça demande aussi de changer les habitudes des RH. Et bien évidemment, comme ça a été ressorti dans les réponses à notre sondage d'il y a 2 mois fait avec Acton, eh bien, il y a beaucoup de transformations digitales pour s'équiper, en fait, pour justement s'adapter à tout ça, puisque une partie de la réponse est dans la transformation digitale. Et donc là, je vais laisser la parole à Jérôme, hein, pour nous parler de cette transformation un petit peu digitale. Et là, on va parler un petit peu de nous, mais qu'est-ce que propose Pixit justement, Alors, nous, on accompagne effectivement les entreprises alors depuis plus de 15 ans dans leur transformation digitale, alors principalement et historiquement sur le travail temporaire, l'intérim, mais aujourd'hui et par rapport à tout ce qu'on vient de se dire depuis quasiment 45 minutes, on voit que les formes de flexibilité sont amenées à se développer et à se diversifier. Donc aujourd'hui, on a également suivi cette tendance en proposant une plateforme qui va permettre de gérer au sein d'un même et unique système des recrutements et de pouvoir les solliciter différents canaux au travers d'une même plateforme. J'ai besoin d'un salarié en CDD, je vais pouvoir poster directement depuis Pixid mon offre d'emploi sur les différents job boards, recevoir dans cette plateforme les différentes candidatures, les revoir et également éventuellement demander des entretiens à distance. Donc là, on travaille nous aussi avec des partenaires tels que Clever Connect sur le sujet pour permettre d'intégrer aussi tous ces services digitaux d'entretien différé, de vérification de pièces d'identité. Tout peut être fait de façon digitale. L'intérêt, c'est aussi pour vous, pour les RH, de maîtriser les risques juridiques. On va là aussi aider au travers de la rédaction automatisée de contrats de travail, la signature électronique de contrats, les rappels sur les la nécessité de signer les contrats de mission ou contrat d'intérim ou CDD. Donc là aussi d'être encore plus en conformité avec la réglementation et on va aussi accompagner nos clients sur cette évolution réglementaire. Donc je parlais tout à l'heure des ordonnances Macron, on s'adapte bien évidemment à tous les secteurs d'activité qui ont des règles spécifiques par rapport à la réglementation du travail et donner les bonnes alertes et les bonnes indications pour l'établissement des contrats. Ce qui permet là aussi de réduire la charge administrative lorsqu'on fait transiter des documents au travers d'une plateforme de services digitaux. On s'évite la mise sous pli, l'envoi, le suivi, le classement et après tout le temps qu'on va y passer aussi pour aller retrouver le document nécessaire pour faire une tâche en particulier. Et donc tout ça doit permettre, alors d'une part, d'optimiser le recrutement et là, être beaucoup plus flexible soi-même sur les recours à tel ou tel type de contrat. On sait aussi, et là nos clients sont assez ancrés dans des habitudes de recours. J'ai l'habitude de faire appel à mon agence d'intérim quand j'ai besoin de tel type de ressources. Pourquoi pas essayer de la recruter soi-même au travers de job board. Parfois, ça peut être beaucoup plus payant et on voit aussi qu'en fonction des types de contrats, les candidats sont pas forcément les mêmes et certains vont faire le choix sur des job boards, par exemple, de ne répondre qu'à des annonces de CDD et pas des annonces d'intérim. Donc là aussi, ça peut être un moyen aussi assez facilement d'atteindre des nouveaux candidats. Et l'intérêt aussi, c'est que derrière, tout ça est tracé et suivi et va vous donner également des indications sur la pertinence des canaux de recrutement, donc des indicateurs pour dire sur tel type de profil, je vais avoir plus de facilité à recruter quelqu'un via mon agence d'intérim et sur tel autre type de profil, j'ai plutôt m'orienter vers du CDD et un recrutement
directement par mes propres soins. Voilà. Et ces indicateurs, Jérôme, ils sont doublement importants puisque quand des entreprises prennent des outils digitaux, il faut bien évidemment montrer, comment dirais-je, les gains de productivité, les gains de temps. Donc, ça permet déjà de voir le ROI gagner. Euh, et également aux directions de ressources humaines qui ne sont plus considérés comme hier comme un centre de coût. Aujourd'hui, c'est vraiment un centre de profit qui travaille en main dans la main avec la direction pour pouvoir justement aider l'entreprise à croître en attirant les meilleurs talents. Et ça donne aussi de la visibilité parce que on était encore en discussion là, avec un groupe de restauration collective hier où la RH me disait ben, j'ai besoin de faire beaucoup de reporting pour mes managers pour leur montrer en fait le nombre de candidats vus, le nombre de recrutements effectués. Donc voilà, donc tout ça c'est hyper important aussi dans cette amélioration continue chez les RH et c'est des enjeux qui sont importants pour montrer tous les bénéfices à adopter justement cette gestion unifiée. Mm. Et alors, avant de conclure, hein, je dirais aussi que on a vu au cours de ce webinaire que les comportements des candidats a évolué, mais il faut également que le comportement, enfin la façon de travailler des entreprises s'adapte aussi à ces comportements pour pouvoir attirer les talents dans cette situation actuelle où on va avoir des pénuries de candidats. Et donc, c'est d'être pertinent et multiplier, alors soit les typologies de recours, soit les canaux également pour pouvoir réussir ces recrutements. Alors, on en a fini, on a tenu le temps, Jérôme, hein, parfait. J'espère que ça vous a intéressé. Donc, on a terminé avec un petit peu le point de vue de Pixid. On aimerait bien maintenant passer aux questions-réponses. On pourrait peut-être commencer par la question de Benjamin, qui nous parle de la hausse des contrats courts et la tendance. Mais alors, pourquoi le législateur s'y attaque, Jérôme? C'est un petit peu ton expertise, parce que c'est vrai il y a un vide juridique sur les plateformes d'auto-entrepreneurs, et donc je sais, parce que notamment Benjamin, je crois qu'il travaille pour Badaken, qu'il y a une petite guéguerre entre justement ces plateformes d'auto-entrepreneurs et ces plateformes qui respectent le code du travail. Et alors, juste avant de te laisser la main, Jérôme, on a aussi une tendance à des plateformes qui étaient hier en auto-entrepreneur et qui se transforment en intérim 2.0. Donc voilà, donc quel est ton point de vue, Jérôme? Alors, sur la partie bonus-malus, taxation forfaitaire par rapport au contrat court, alors là, alors on voit que la tendance d'un point de vue réglementaire, elle est toujours un peu ambivalente, c'est-à-dire le législateur va vouloir donner de plus en plus de flexibilité à l'entreprise, de dire on vous donne des nouveaux moyens d'avoir des ressources flexibles, tout en essayant de limiter la précarité des salariés. Donc là, le bonus-malus, il va s'opérer par rapport à justement ce taux de rotation de contrats dans l'entreprise qui fait recours à ces contrats flexibles. Donc, on va regarder par rapport à, alors je ne vais pas reprendre toute la formule, hein, mais globalement, c'est est-ce qu'il y a beaucoup d'entrées et de sorties de contrats flexibles par rapport à mon effectif? Et c'est-à-dire, est-ce que je précarise globalement un certain nombre de salariés en leur faisant des contrats très courts et donc de ce fait-là, je vais être pénalisé au travers d'un malus. Au contraire, si j'ai des ressources flexibles mais qui ont plutôt des contrats longs, je vais avoir moins d'entrées-sorties par rapport à mon effectif global et à ce moment-là, c'est moins de précarité aussi pour les salariés et donc je vais pouvoir avoir un bonus. Donc là, ça reste, on va dire, un peu le bâton et la carotte, hein, et ça, c'est le législateur a toujours ce double moyen d'action. Et l'auto-entre, oui. Non, non, je disais juste, c'est vrai que pour prendre un peu le parti de Benjamin, il y a un dogme en France hein, où on privilégie vraiment le CDI versus les autres contrats. Et alors que le sens de l'histoire, c'est quand même que on aille vers des contrats de plus en plus flexibles. Donc, enfin, tu voulais parler des auto-entrepreneurs, mais
ça se développe, c'est des centaines de milliers de nouveaux entrepreneurs par an. Donc voilà, on y va. Alors après, je pense qu'il faut aussi distinguer les entre guillemets vrais auto-entrepreneurs, hein, qui vont, on va dire, proposer un service par eux-mêmes et avoir ce statut particulier, des auto-entrepreneurs qui sont entre guillemets un peu contraint parfois par les plateformes. Je suis une plateforme de mise en relation et donc les ressources avec lesquelles je vais vous mettre en relation auront ce statut d'auto-entrepreneur qui n'est pas toujours très très clairement défini en tout cas et c'est parfois ça peut être parfois un piège ou parfois une méconnaissance de l'entreprise qui fait recours à ce type de plateforme. Et surtout que normalement, il ne doit pas y avoir de lien de subordination entre l'employeur et l'auto-entrepreneur, alors qu'il y a des secteurs comme l'hôtellerie-restauration où quand on va en salle ou en cuisine, eh ben, il y a un lien de subordination. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une période un peu floue. Donc voilà. En tout cas, on espère avoir donné un point de vue, mais en effet, Benjamin n'a pas forcément la réponse. Est-ce qu'on peut passer à une autre question? N'hésitez pas en tout cas. Ah, je vois que ça a été tellement clair qu'il n'y a pas beaucoup de questions. Hop, hop, hop. S'il n'y a pas de questions, en tout cas, on voudrait vous remercier pour votre attention. On va juste afficher notre livre blanc sur comment optimiser donc votre gestion de pool de candidats, puisqu'en effet, un des enjeux pour tous ces contrats courts, c'est de pouvoir optimiser ces recrutements. Et si on veut pouvoir optimiser ces recrutements, il faut justement ne pas recommencer le processus de recrutement from scratch à chaque fois. Et donc, vous pouvoir refaire appel à des candidats qu'on a déjà eu potentiellement il y a 3 mois ou il y a 6 mois, mais qu'on n'a pas forcément pris, mais qui potentiellement aujourd'hui sont toujours disponibles et je peux employer pour le même poste ou un autre poste. Donc, on a écrit un petit livre blanc, donc, et c'est aussi des enjeux qui sont remontés du terrain par nos prospects ou nos clients. Donc, n'hésitez pas à le télécharger, à le lire, à aussi faire des commentaires, des retours. Et puis, si vous voulez continuer les discussions justement sur ces questions-là, ben, Jérôme et moi, on se tient disponible. On affiche un petit peu nos contacts là à l'écran. Et puis, on va conclure là-dessus. Jérôme, qu'est-ce que tu voulais peut-être dire un petit mot d'adieu? Bah, pas d'adieu, de revoir. J'espère Au revoir. qu'on aura l'occasion de continuer la discussion au travers de prochaines rencontres avec quelques-uns des participants. Et j'étais très, très content de vous accueillir aujourd'hui sur ce webinaire. Bonne Merci à tout le journée monde. à tous et merci de votre participation. Au revoir, bon week-end.